Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Carré Politique. Clash et boule puante entre Rachidi Gbadamassi et Rekia Madougou. Les déclarations se sont enchaînées dans la journée d'hier. Rachidi accuse et Rekia Madougou répond par la voix de son colistier Patrick Divo. C'est la principale actualité que nous commenterons dans un instant au cours de ce plateau. Landry Coueton, bonjour. Bonjour Jean-Yves Mitokwe. Merci d'avoir accepté notre invitation, spécialiste politique et chef desk politique à BNews, et Alphonse Moïse Soudé, juste en face de vous, habitué de ce plateau, analyse politique. Alphonse, bonjour. Bonjour à vous Jean-Yves. On va voter tout à l'heure, mais je rappelle que le dernier sujet sera consacré aux décisions rendues par la Cour constitutionnelle après les nombreuses requêtes dans le cadre de la présidentielle. Nous parlerons surtout de cette confrontation Saleh-Sonwi. D'abord, les notes de la semaine. On va voter donc pour cette première actualité, les différentes déclarations qu'il y a eu hier. D'abord Rachidi Gbadamassi et ensuite Patrick Divo pour le compte des démocrates. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soudé. Quelle note donnez-vous à cette actualité? Donc 4 pour vous, Alphonse Moïse Soudé, et de votre côté, Landry Coueton. 3. On va tout de suite analyser ce sujet dans le fond. Alphonse Moïse Soudé, pourquoi 4? D'abord, j'apprécie votre expression boule puante. On dit que on a trop parlé, parce que à vouloir se justifier, on est en train de montrer à la face du monde que ce que Dame Rekia avait dit au départ, qu'elle n'a pas menti. Puisque que ce soit Gbadamassi, que ce soit Maman Sani, ils n'ont pas dit que Dame Rekia ne s'est pas rapproché d'eux. Ils ont confirmé qu'il y a eu contact, il y a eu début de négociation. Donc, sur ce postulat-là, le peuple béninois sait désormais qu'elle a fait les démarches. Deuxième chose, on a fait des déclarations dangereuses, de part et d'autre. Vous avez suivi la riposte de Patrick Divo par rapport à Gbadamassi. Commençons d'abord par Rachidi Gbadamassi, parce que on se dit quelle mouche a piqué Rachidi Gbadamassi pour qu'il vienne faire cette déclaration. Pourquoi est-il venu se justifier? Moi, je n'ai pas compris, parce qu'il reconnaît que l'instance faisait du parti lui a donné des recommandations pour qu'il puisse parrainer le candidat du parti, les démocrates. Et il a reconnu que Dame Rekia Madougou a fait des démarches. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se reproche? Qu'est-ce qu'il se reproche? Si vous reconnaissez que la dame a fait, parce que Maman Sani est de l'UP, et pourtant l'UP est monté au créneau pour dire, personne n'est venu nous voir. Nous avons gardé pendant longtemps nos parrainages. De quoi se plaint Dame Madougou? Donc aujourd'hui, la sortie de ces deux-là nous montre que quelque part, quelqu'un a fait économie de vérité. Mais la deuxième chose, on parle d'argent. Extrêmement grave. On va revenir aux différentes déclarations tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que Rachidi Gbadamassi a reconnu que le parti a demandé de faire des négociations pour pouvoir parrainer justement le candidat du parti, les démocrates. Mais dans le même temps, Rachidi Gbadamassi dit, je vais me retourner vers vous, Landry Coueton, dans le même temps, Rachidi Gbadamassi dit, tout sauf Rekia Madougou. Pourquoi est-ce que le parti Bloc républicain serait allé dans cette démarche selon vous? Je voudrais juste revenir d'abord sur ma note, puisque j'ai donné 3 à cette actualité. Et comme vous l'avez si bien dit, Alphonse Soudé l'a rappelé, c'est une boule puante. Cette façon d'agiter l'arène politique avec ces déballages qui nous constipent à un moment donné n'est pas pour moi ce qui est l'essentiel de l'actualité politique aujourd'hui. Nous sommes dans le virage des élections présidentielles. Il y a mieux. Tout est peut-être important, mais tout n'est pas utile dans ce que nous vivons actuellement. Et donc, par rapport à ça, cela justifie ma note au rabais de 3 que je donne à cette actualité. Parce que pour moi, puisque vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Et sinon, moi, je me suis dit, je ne vais pas griller mes neurones pour cette actualité. Je ne vais pas bousiller mes salives pour cela. Mais puisque le devoir nous appelle à nous prononcer sur cette actualité, je dirais quelle mouche a piqué Rachidi Gbadamassi pour qu'on se retrouve dans cette actualité nauséabonde qui n'honore personne, ni la classe politique, nous qui sommes journalistes, analystes politiques, mais aussi ceux qui nous suivent de l'extérieur, c'est vraiment nauséeux, comme le dirait l'autre. Pour moi, c'est un marché de dupes. Et quand on connaît un peu l'organisation des partis politiques dans notre pays, que ce soit l'Union progressiste, le Bloc républicain et tout le reste, et je me suis dit à quel piège s'est fait prendre les démocrates ou ceux qui ont dit qu'ils sont allés négocier. Et quand on sait que dans la gestion de ces partis, ce ne sont pas les individus qui décident, mais ce sont les partis, le bureau national. Donc selon vous, c'est le bureau national qui aurait décidé de ne pas soutenir... Non, qui aurait pu être contacté, qui aurait pu être dans ce schéma
de négociation ou d'apport de parrainage. Puisque Rachid dit déjà que Rachid Gbadamassi dit que c'est le parti qu'il a envoyé vers Reka Madougou. Entre ce que Rachid Gbadamassi dit, personne, l'individu même, dans cette arène ou dans ce parti politique, et ce que les responsables du parti sont venus dire, vous ne voyez pas qu'il y a un problème de mal donne, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque lui dit, les autres m'ont envoyé négocier avec les démocrates le parrainage. Les autres sortent pour dire, personne n'est venu vers nous. Et si en réalité, mon véritable souci, mon véritable problème, c'est est-ce que le parti Bloc républicain devait exiger le candidat à parrainer au sein du parti Les Démocrates? Pourquoi tout sauf Rekia Madougou? C'est ce que Rachid Gbadamassi a dit. Tout sauf Rekia Madougou, nous aurons peut-être l'occasion de poser la question à ceux qui dirigent le parti Union Progressiste. Mais pour moi, je crois que ce n'est pas un individu qui décide de ce qui doit être fait au sein d'un parti politique. Il y a un bureau, il y a des membres, il y a des adhérents, il y a des personnes ressources, il y a des présidents d'honneur de ces partis. Et donc moi, je me fie à ce que les membres du bureau de l'Union progressiste ont dit. Pour moi, ce sont des voies indiquées. Et quand on se départit un peu de ces comment dirais-je, de ces déclarations des membres de l'Union progressiste, du bureau de l'Union progressiste, et que l'on se rattache à ce que l'individu, Gbadamassi, même si c'est pas le même parti, vous dites forcément que c'est la même démarche qui a été adoptée au sein de l'Union progressiste, qui en principe devait être adoptée au niveau du Bloc républicain. Du Bloc républicain, parce que c'est des partis de la mouvance. Quand on revient sur les différentes déclarations, vous avez commencé à évoquer le sujet tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'accusations, il est question d'argent, notamment. On parle également d'insurrection, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais Rachid Gbadamassi aurait demandé une forte somme pour pouvoir envoyer 21 parrains à Rekia Madougou. Est-ce que vous croyez en ce qui a été dit? Pour vous, est-ce que c'est véridique? Il faut aller en arrière. En 2015-2016, Rachid Gbadamassi a dit sur le plateau de télévision qu'il accompagne le candidat de Boni qui était Zinsou. Parce que Boni a donné des consignes pour tous ceux qui le soutiennent à soutenir Zinsou. Et j'avais dit sur un plateau que ce n'est pas sincère. Mais un mois après, Rachid Gbadamassi est revenu pour nous dire qu'il ne veut plus soutenir Zinsou, qu'il va soutenir Diakon. Donc quand vous voyez les différents revirements de ce monsieur, c'est possible, on est en politique. Soso Dakpe avait déjà dit à quelle hauteur pouvons-nous négocier les parrainages. Et on avait dit sur ce même plateau, c'est une ouverture de marchandage. Pourtant, le chef de l'État a dit qu'il ne souhaiterait pas qu'on aille là. Forcément, Dior a dit un certain nombre de choses. Parce que Gbadamassi a parlé d'argent, qu'on leur a proposé suffisamment d'argent pour déstabiliser le Bénin. Donc ça veut dire qu'on est allé au-delà de 100 milliards. Parce que le Bénin n'est pas un petit pays où avec 1 milliard, 2 milliards, on peut nous déstabiliser. Ça veut dire qu'on a parlé de beaucoup de milliards. Parce que s'il dit qu'on lui a proposé une forte somme capable de déstabiliser notre pays, ça veut dire que c'est sérieux. Et il a complété que ces sous pouvaient nourrir pendant 30 ans les journalistes. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Nous ne sommes pas, je veux dire que nous les journalistes ne sommes pas des pauvres. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais là, quand il fait des déclarations comme ça, il faut que la justice s'en saisisse. Parce que c'est extrêmement grave. Le montant pour payer des journalistes pendant 30 ans, vous savez ce que ça veut dire? Ça fait des milliards. Donc je dis, il y a eu deal. Peut-être sur les clauses du deal, on ne s'est pas entendu. Et quand Dame Rikiata a dit qu'elle va dénoncer, elle va apporter les preuves de ceux avec qui elle a négocié, ceux avec qui elle est entrée en contact, des gens disent il faudrait mieux qu'on lui coupe l'herbe sous les pieds, qu'on aide. Parce que quand vous voyez, Maman Sani, c'est Lupi qui l'a autorisé à se mettre à côté de Gbadamassi pour faire un point de presse. Est-ce que c'est Dio Tchane qui a autorisé Gbadamassi à parler au nom de Lupi? Est-ce que c'est Amoussou Bruno qui a autorisé Maman Sani? C'est tout cela reste pour justifier des comportements. Tout cela reste à clarifier, au-delà des négociations qu'il y a eu, au-delà de l'argent. Gbadamassi accuse également Madougou de vouloir susciter l'insurrection. Est-ce que pour vous, c'est une affirmation gratuite, Landry Pruiton? Je voudrais juste laisser les juridictions compétentes se saisir de ces déclarations parce que quand vous le dites comme ça, que vous n'apportez pas les preuves de ce que vous dites, je crois que cela porte atteinte à la personnalité de celui que vous accusez.
Et je ne suis pas Réki Amadougou, je ne suis pas de son parti, je ne suis pas des démocrates, je ne suis qu'analyste politique. Et je crois qu'en son temps... Au regard des déclarations qu'il y a eu, au regard de tous les mouvements que nous avons constatés depuis la clôture du dépôt des dossiers de candidature au niveau de la Sénat, est-ce que vous sentez effectivement, parce qu'on a même vu hier circuler sur les réseaux sociaux qu'il y avait des routes barricadées, des organes de presse en ligne ont véhiculé cette information, alors que jusqu'aujourd'hui, on n'a rien de tangible, on n'a aucune preuve tangible qu'il y a eu des soulèvements à Parakou. Est-ce que pour vous, quand vous regardez tout cela, on peut aujourd'hui dire que ce que Rachid dit est un peu fondé? Je complète Badamassi. Je ne voudrais pas croire que ce qu'il a dit est vrai. Et je me refuse, je touche du bois, comme le dirait l'autre, que cela ne soit pas une vérité. Et, des déclarations faites, moi je dis souvent, en politique, c'est un rapport de force permanent. Et donc, Dame Réki Amadougou, candidate, semble utiliser les armes qui sont à sa portée, mais jusque-là, nous n'avions pas vu de rébellion, nous n'avions pas vu d'insurrection populaire. Pour moi, cela reste à l'étape de déclaration. Elle a fait une déclaration depuis Parakou, nous avions lu cette déclaration. Quel effet cela a eu? Vous et moi, nous étions là, nous avions vu, nous sommes encore là, nous voyons. Et quant à ce que l'honorable Rachid Badamassi dit, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour, comment dirais-je, décrypter ses propos, analyser dans le fond ses propos, parce que moi je ne suis pas à Parakou, je ne suis pas dans le cercle restreint de l'honorable Badamassi pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle déclaration aussi grave, aussi dangereuse que pour la nation, que pour celui ou celle qui est indexé dans cette déclaration. Ce sera maintenant une question à deux volets. Aujourd'hui, la liste a déjà été publiée. La liste a été publiée par la Sénat des 3 candidats qui sont même déjà passés au niveau de la Cour constitutionnelle pour faire la visite médicale. Mais on a l'impression que la sortie de Rachid Badamassi était plus pour attaquer la candidature de Réki Amadougou. Il a parlé de cheval de Troie, il a parlé de candidature opportuniste. Pourquoi est-ce que Rachid Badamassi est encore aujourd'hui dans cette logique alors qu'on sait bien que Réki Amadougou n'ira pas à l'élection présidentielle? Non, Réki Amadougou est une victime collatérale. La personne qui est visée, c'est Boni Yahi. Soyons clairs. Badamassi, en attaquant Réki Amadougou, attaque Boni Yahi, parce que Boni Yahi a donné sa bénédiction pour la désignation de Réki au sein du parti Les Démocrates. Donc aujourd'hui, on estime que Boni Yahi est revenu encore sur la scène politique. Donc, en attaquant comme ça, puisqu'on ne peut pas attaquer Boni Yahi, parce qu'il n'est juste que président d'honneur, c'est un titre honorifique. Donc, la candidature qui a reçu l'onction de Boni Yahi, c'est Réki Amadougou. Donc, on estime que Boni Yahi pourrait passer par Réki Amadougou pour régler des comptes politiques avec le président Patrice Talon, avec qui il a des différends. Donc, en réalité, la personne visée, c'est Boni Yahi. Donc, vous êtes dans la même logique que je voudrais juste gober une partie de l'analyse de Moïse Soulé qui dit que Boni Yahi est peut-être la cible de ces attaques, mais je dirais plus que au-delà même de ça, pour moi... Non seulement la cible, mais si on se réfère à ce que Rachid Badamassi a dit, est-ce qu'on pourrait attribuer également à Boni Yahi tout ce que Rachid Badamassi dit quand il parle par exemple de ce qu'on lui a proposé pour déstabiliser le pays? C'est possible parce que quand on se remémore un peu tout ce qui s'est passé il y a quelques mois dans ce pays avec les déclarations du président Boni Yahi et tout ce qu'il y a eu comme tapage autour de ça, je voudrais bien m'inscrire dans cette dynamique pour dire c'est possible que ce soit Boni Yahi qui soit la cible, comme je le disais tantôt. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a un deal de gros sous, comme l'a dit Moïse Soulé. Il y a un deal de gros sous, et quand on parle de milliards, c'est beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette histoire. Et pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir vite pour étouffer tout ce qui se fera peut-être après ces déballages. Et donc, on attaque le plus tôt et l'autre riposte, parce que je ne sais pas si dans ce deal, est-ce que l'honorable Rachid Badamassi a reçu des sous? Est-ce que dans la dynamique de ce que la candidate Réki Amadougou n'est peut-être plus, ou n'est plus dans le starting block, il faudra revenir sur les clauses de départ?
est-ce qu'on va retourner ces sous? Je crois que c'est si nous devons progresser dans ce débat, c'est que quelques heures, justement, après ces déclarations de Rachidi Gbadamassi, il y a eu une sortie de l'autre côté du Parti des démocrates avec Patrick Divor, qui a traité notamment Rachidi Gbadamassi d'escroc politique. On se demande comment est-ce que... On se demande comment il a rappelé ou il a traité d'escroc politique. On se demande comment est-ce que ces acteurs politiques éduquent leurs militants quand on entend ces genres de propos de la bouche d'un candidat à l'élection présidentielle. On se demande comment est-ce qu'il peut diriger le pays. Si vous voulez connaître le vrai visage d'un homme politique, amenez-le à parler. Quand il se met à parler, tous ceux qui sont passés devant les écrans, aujourd'hui, nous connaissons le vrai visage. Certainement que Patrick Divor, et son groupe n'ont pas digéré la déclaration de Gbadamassi. Où est-ce qu'il a dit? Gbadamassi a dit, si nous ne faisons pas partie de ce monsieur-là, s'il revient, c'est qu'il serait en prison. Et j'avais déjà dit sur ce même plateau qu'après le second mandat de Patrice Talon, tous ceux qui ont des dossiers en instance, c'est à la queue leu devant la criette. Donc vous pensez effectivement que Rachidi Gbadamassi a tenu de tels propos, de l'aider à chasser Patrice Talon du pouvoir? Nous sommes en face d'hommes politiques. Parce que Ricky Amadougou n'a pas encore cité le nom de Gbadamassi. Je n'ai pas entendu Ricky citer le nom de Gbadamassi. Je n'ai entendu aucun député, aucun candidat recalé monter que nous dire j'ai rencontré Gbadamassi. Il nous a plutôt dit qu'il n'y a pas eu de rencontre. Donc, en voulant se justifier, il s'accuse. Ça veut dire qu'il était parti au départ pour un deal. Parce que c'est pas moi qui ai parlé d'argent. C'est lui qui a parlé de gros sous. Ça veut dire qu'ils se sont assis. Certainement qu'ils ne se sont pas entendus sur le montant qu'il faut libérer. Et c'est là. Parce que c'est quand vous faites un deal qu'on ne s'entend pas. Vous savez, le président Patrice Talon, je le dis toujours. 1, il ne peut pas faire confiance à ses députés. 2, il ne peut pas faire confiance à ses maires. 3, il connaît chacun d'eux. Que ce soit Oden Al-Dadati, que ce soit Rachidi Gbadamassi, que ce soit Maman Sani, que ce soit Saleh, tous ceux qui sont déjà montés au créneau pour parler, le président les connaît comme sa poche. Donc, il en rit parce qu'il sait que j'ai eu à travailler avec ces gens. Je sais quand ils disent la vérité, et je sens quand ils se sentent acculés, ils sont obligés de parler. Et en parlant, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Je crois que nous avons des services de renseignement, nous avons la police, nous avons la justice. Il faut que dès maintenant, que l'on se saisisse de ces différents propos. Parce que quand vous affirmez qu'on veut déstabiliser le pays, ça veut dire que vous avez des informations solides. Donc, il faudrait que la police interpelle ces différents hommes politiques pour que chacun apporte la preuve. Ce n'est pas parce que nous sommes en campagne électorale que tous les discours sont permis. La HAC a dit aux journalistes, si vous ne faites pas attention, on vous tape dessus. Mais il faut qu'on dise aussi aux hommes politiques, vous êtes appelés à solidifier notre unité. Mais en disant des choses comme ça, et ça prouve que la sortie de Gbadamassi à Parakou, elle n'est pas innocente. C'est certainement qu'on veut combattre à Parakou. Vous savez qu'à Parakou, il y a quand même une certaine assise. On veut combattre au cas où les recours aboutiraient. On veut déjà commencer par combattre Ricky Amadougou. Je dis non, la cour a tranché. Ricky n'est plus dans la course. Et je ne sais pas pourquoi on continue d'attaquer. Parce que vous savez, le président Bouniaï, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Le président Bouniaï est capable de changer de veste et d'aller faire campagne à côté de Djemba. Parce que sa philosophie est autre. Donc il est capable de changer de camp et de se retrouver avec le duo Djemba pour faire la campagne. Toujours pour continuer sur cette déclaration de Patrick Divor, il y a eu beaucoup d'accusations contre Rachidi Gbadamassi. On sait très bien que Rachidi Gbadamassi aussi est un homme politique un peu sulfureux, avec des dossiers très délicats. Est-ce que tout ce qui a été dit, selon vous, ressemble effectivement à Rachidi Gbadamassi? C'est une question difficile. Essayez de répondre. Moi, je l'ai pas trop pratiqué. Je l'ai pas trop côtoyé, mais je l'ai vu dans l'arène politique depuis des années. Et je connais l'agissement du monsieur, et qu'il ait dit telle chose. Je crois que Alphonse Soulé l'a dit tout à l'heure, la juridiction compétente doit pouvoir se saisir de ces différents propos interpellés. Et ceux qui ont largué ces propos dans l'opinion publique et chercher à connaître la véracité de ces propos. Les outils, ils en ont pour le faire. Rachidi Gbadamassi, est-ce que ça lui ressemble? Je crois que Divor a parlé.
et il doit avoir les preuves de ce qu'il a dit. Parce Alors, que c'est pour quitter... Mais je constate, oui. que Landry marche sur les œufs. Moi, je parle en fonction de ce que j'ai vu. J'ai vu ce Rachid Bodamassi dans ce pays exhiber un CD où s'ils disent le contraire, je vais jouer le CD. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais joué le CD. J'ai vu Rachid Bodamassi faire la promotion, construire Boni Yaya Parakou, mais j'ai vu encore Bodamassi aller déconstruire Boni Yaya Parakou. Donc, les différents revirements de Rachid Bodamassi, on le connaît. Il est d'accord avec vous, c'est bon. Si à un moment donné, vous avez un petit différent, tout ce que vous aviez fait dans l'ombre, il met ça sur la place publique. Alors, en politique, il n'y a pas de guerre à l'infini. Pour quitter Rachid Bodamassi, il faut bien préciser que les différentes sorties avaient des objectifs clairs. Ce qu'on peut retenir de ce que Patrick Divo a dit à la fin, c'est que Rachid Bodamassi a trahi Patrice Talon. C'est bien ce qu'il a dit. Au regard de tout ce qui a été exposé, pour vous, est-ce qu'il a dit à trahir? Patrice Talon, ne le prenez pas pour un néophyte. Il est resté dans les antres du pouvoir depuis l'avènement de Boni Yaya. Donc, bien avant même. Et il a construit certains de ces hommes politiques. Il les connaît. Et il sait qui le trahit. Lui déjà, il sait qui le trahit. Et il est heureux. Je suis sûr que Patrice Talon est heureux qu'il y ait ce micmac-là entre hommes politiques. Mais ce que je voudrais dire, il faut que Bio Tchadé, du Bloc républicain, Amousso Bruno de l'Union progressiste, monte au créneau pour arrêter ce spectacle-là. Sinon, on va mettre les dossiers les plus pourris traités au sein des partis. Chacun qui se sent touché au vif va dire des choses pour se défendre. Donc, il faut que les premiers responsables de ces partis-là sifflent la fin de la récréation. Très bien, on va maintenant avancer et passer au second sujet de cette émission. 3 décisions, je le disais tout à l'heure, 3 décisions de la Cour constitutionnelle. D'abord, Paul Rompé, Soui et Galiou Soglo, mais même Rekia Madougou, je pense, rappelle. Je rappelle également qu'il y a eu ce recours en inconstitutionnalité de Galiou Soglo, de certaines exigences de la Sénat. À la suite du dépôt de son dossier de candidature, la Cour répond, la Sénat n'a pas violé la Constitution et il n'y aura pas de réajustement de calendrier. Ensuite, il y a eu la DCC EP 21014, je crois, du 17 février, toujours, suite à la contestation du député Soui de l'authenticité de son parrainage. Eh bien, la Cour l'a déclaré irrecevable. Et enfin, Rekia Madougou qui demande l'invalidation de la liste publiée par la Sénat pour plusieurs motifs. Requête également rejetée par la Cour. Nous allons voter. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soudé. 4 pour cette actualité, pour ces différentes décisions de la Cour, 5 pour Landry, 4 pour la décision rendue par la Cour ou pour les requêtes. Que voulez-vous dire exactement? Moi, je ne suis pas surpris par la décision de la Cour, nous pouvons en être autrement. Parce que déjà, par rapport au parrainage, quand on a dit de sauter le verrou de parrainage, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Donc j'estime que tout ce qu'il y a dans le cas de parrainage ne peut pas prospérer. Donc il faut savoir que ce qui aurait étonné les Béninois, c'est que la Cour, parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des Béninois, quand on dit qu'il y a un recours auprès de la Cour constitutionnelle, ils n'attendent rien d'extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de décisions que les compatriotes n'ont pas appréciées. Quand vous adressez un recours à la Cour, on vous dit que ça ne va pas prospérer. Donc, je dis aujourd'hui, ceux qui ont adressé le recours le savaient très bien qu'en adressant ce recours-là, ça n'ira pas, ça ne prospérera pas. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et puis, parce que dire le contraire, ça risque de mettre à mal certainement le processus électoral. Landry Breton? Oui, j'ai donné... Vos analyses pour, après cette différentes décisions de la Cour? J'ai donné 5 parce que pour moi, c'est quand même une actualité. C'est important de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec les tests de la République. Et je voudrais juste rappeler que nous n'allons pas porter la toge des sachants de droit à l'envers ce matin sur ce plateau, mais nous allons juste comprendre la teneur de ces différentes décisions. La Cour s'est déclarée compétente quant à la suspension du processus de parrainage dans le cadre des élections. Et pour moi, est-ce que le droit a été dit? Oui, selon moi, le droit a été dit parce que la Cour constitutionnelle n'est qu'un maillon de cette chaîne qui produit ou qui sécurise ces tests et lois dans notre République. Et tout part d'abord d'une proposition de loi des députés ou d'un projet de loi émanant du président de la République. Et pourquoi est-ce qu'on laisse ces deux options et on va directement à la Cour constitutionnelle? C'est vrai et que la Cour peut trancher, la Cour peut dire revenez sur telle ou telle décision, mais je crois que en la matière, en la forme,
la Cour ne pouvait pas se déclarer compétente pour dire sauter ce verrou-là pour qu'on puisse aller. Et il y avait d'autres options qu'on aurait pu prendre pour aller plus rapidement et pour aller plus efficacement. Et selon moi, quant aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle, pour moi, je crois que, comme l'a dit Moïse Soudé, cela ne devrait pas surprendre, parce que pour moi, c'est toujours le droit qui a été dit. Dit ce que vous dites, je ne suis, ça, on ne peut pas le recevoir, on ne peut pas recevoir votre recours parce que ce n'est pas à nous de trancher cette question-là, par exemple. Et je crois qu'il n'y a rien d'anormal dans ce qu'il a dit. Et pour moi, il y a beaucoup, excusez, et j'en aurais fini, pour moi, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les questions de droit dans notre pays. Et vous voyez n'importe qui, quelqu'un qui n'a même pas suivi plutôt 24 heures de cours de droit dans une université ou dans une entité, et plus être un cours de droit constitutionnel, et s'ériger en analyste de droit. Et c'est ce qui est marrant. Tout le monde n'a pas le droit de toucher à tout dans notre pays. Il faut s'y connaître, il faut avoir vécu, il faut l'avoir pratiqué. Et même ceux qui ont reçu des cours, il faut l'avoir pratiqué pour connaître le droit. Et donc, pour moi, la Cour constitutionnelle est droite. Elle est droite plutôt dans ses bottes, et que jusque-là, je crois qu'on n'a rien à reprocher. C'est vrai qu'il y a quelques instants, Landry Breton a rappelé la procédure législative. C'est vrai qu'ici, nous ne sommes pas dans un processus de contrôle de constitutionnalité. C'est suite à la requête de Rekat Madougou, qui a d'ailleurs demandé qu'on invalide la liste qui a été publiée par la Sénat parce qu'elle estime qu'il y a eu fraude. À la suite de tout cela, il y a eu cette audience à la Cour où on a entendu deux députés, Soui et l'honorable Issa Salifou. Au regard de toute cette déclaration, est-ce que la Cour pouvait aller dans un autre sens? Vous savez, la Cour aurait pu régler ce problème-là depuis. Quand on a demandé de sauter le verrou de parrainage, si on l'avait sauté, on n'allait pas entendre ce qu'on est en train d'entendre là. J'ai toujours dit, et je mets quiconque au défi de... Mais quel sera le principe pour sauter je vous dis, je mets quiconque au défi. Je me dis que dans le code électoral ou dans la Constitution, les conditions d'attribution du parrainage ont été claires. Pourtant, les députés, les formulaires sont individuels. Pourquoi on va les concentrer au niveau des partis? C'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Si la Cour nous avait dit, on est d'accord, personne ne compte le parrainage, mais nos textes de loi sont muets sur les conditions d'attribution. Et c'est ça qui pose le débat. La question de Soui, on a dit de déposer. J'ai déposé, donc il n'a pas rempli. Est-ce que la loi dit que c'est les responsables de partis qui vont remplir à la place des membres? C'est individuel, normalement, c'est sous plus fermé que tu vas déposer, tu remets au candidat. Donc il y a ce si la Cour avait déjà réglé ça en amont, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc les conditions... Tant que... Est-ce que ce n'est pas la réforme du système partisan qui a rendu les partis véritablement forts? Parce que nous parlons de 159 actuellement, je crois que c'est ça, oui, 159 élus. Il y a des élus, par exemple, qui n'ont pas été positionnés par leur parti politique parce qu'ils ont un certain leadership sur le terrain, parce qu'ils ont du monde derrière, mais parce que le parti a voulu, par exemple, les positionner. Au regard de tout cela, est-ce que les partis aujourd'hui ne sont pas en droit de prendre ces fiches de parrainage parce que le parti se dit que même si vous avez été positionné et que vous avez été élu et que les populations vous ont élu, que c'est parce qu'on vous a mis là? Je vais vous dire une chose. Il y a un manque de confiance au sein des partis politiques. Le chef de l'État, moi je reviens à son discours, il a voulu une élection inclusive. Il a voulu qu'il y ait la fête, que tout le monde participe à l'élection. À partir de ce postulat-là, pourquoi les partis politiques donnent 118 parrains à un seul candidat? Il reste 41. Il reste 41. Est-ce que les partis politiques sont en train de promouvoir comment on appelle, une élection participative, une élection qui nous donne beaucoup de candidats? Quand vous avez déjà donné 118 à un seul candidat, il reste 41. Mais les partis politiques sont libres de parrainer qui ils veulent. Le chef de l'État, moi je dis, le chef de l'État... Laissons Landry réagir rapidement parce que nous sommes pas à la fin de l'émission. Je crois que nous allons faire attention. Nous irons très doucement pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre la teneur de ce débat. Je ne sais pas si vous avez entendu les partis politiques monter au créneau pour dire c'est le parti qui a donné tel parrainage. Je n'ai pas, moi en tout cas, je ne l'ai pas entendu, puisque dans le principe du parrainage, c'est un acte individuel. Et cela est laissé à la responsabilité de chaque
parrain de pouvoir parrainer. Jusque-là, Souy a dit, le député Souy a dit, on m'a confisqué ou on a pris mon parrainage. Je ne sais pas si Alphonse Soudé a eu la chance de voir un acte de parrainage. Moi, je n'en ai pas vu. Et donc, je ne voudrais pas m'attabler sur les propos du député Souy qui est, comment dirais-je, qui est sous les feux de la rampe ou qui... Mais pourquoi vous n'attaquez pas les propos de Saleh qui dit « Je suis allé avec lui et devant me la déposer ». La loi dit ça. Mais je dis... La loi n'a pas dit ça. Je voudrais avoir des preuves matérielles de ce que ces actes ont été remplis et signés par des partis politiques et non pas les individus qui devraient le faire. Je crois que le débat, il faut qu'on fasse attention. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le principe de parrainage, on n'a jamais dit, le code électoral ni la constitution n'ont jamais dit ou n'ont jamais stipulé qu'il faut, il faut que ce soit les partis politiques, mais que c'est un... Mais moi je dis, vous êtes d'un parti politique. Le parti peut donner son driveline, sa ligne de conduite à tenir. Et vous remplissez. Vous pouvez aller. On a entendu des députés. Est-ce que le parti... Je vous arrête. Est-ce que le parti ne devrait pas influencer le choix des élus? Mais c'est évident parce que... Une seconde. Le parti... Merci, le parti a influencé. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Je vais vous dire une chose. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de droit que le parti doit le faire? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les fiches sont individuelles. Par conséquent, on va les déposer individuellement, pas en équipe. Moi, je prends les paroles. Je dis, quand vous voulez connaître le vrai visage des hommes politiques, laissez-les parler. J'ai suivi ça. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je voudrais avoir une réponse très simple. L'Union progressiste, le bloc républicain, aujourd'hui, ces deux partis ont des élus. D'accord? Ces élus, avant l'élection présidentielle, n'ont jamais soutenu une idée de l'opposition, entre parenthèses, si vous voulez, du Parti des démocrates ou même des FCBE. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui que, même si les partis n'interviennent pas, pourquoi voulez-vous aujourd'hui que les élus de ces partis aillent soutenir directement et sans rien ces candidats? En politique, c'est pourquoi je dis que parfois les hommes politiques se foutent de vous. Ils sont adversaires politiques, mais ils sont copains. Ils mangent ensemble, ils font les casse-à-coups ensemble, et ils voyagent ensemble. Donc, je peux être candidat, appeler mes copains, avec qui je fais le casse-à-coups pour dire, je veux être candidat. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et voilà. Maintenant, quand vous êtes dans un parti politique, les responsables de votre parti peuvent exercer une certaine influence sur vous pour dire, nous ne souhaiterions pas que vous allez dans ce sens. D'accord. Voilà la ligne de conduite qu'on vous donne. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Quand on se réfère aux délais de décision de la Cour constitutionnelle, notamment concernant l'invalidation de la liste publiée par la Sénat, requête rejetée par la Cour, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus rien n'arrêtera le processus électoral? Moïse Soudé, 30 secondes. Landry, 30 secondes. Non, j'ai déjà dit que la Sénat est en train de jouer son rôle. La Cour vient de jouer son rôle. Il revient aux hommes politiques sur le terrain de jouer leur rôle pour que nous allions jusqu'au 11 avril. Maintenant que nous savons que nous avons droit à une élection de 3 candidats, que les jeux soient faits. Et Ricard Madougou qui continue de dire qu'elle est candidate? Non. Si elle est candidate, on attend. Elle n'a pas été désignée pour faire la visite médicale. Ce n'est pas évident qu'elle retrouve son nom sur le bulletin. Très bien. Landry? Je crois que la Sénat est dans son rôle. Ce n'est pas la Sénat de venir interpréter ou la Sénat ne fait qu'appliquer les textes de la République. Et donc, quand la Cour constitutionnelle décide ou déclare que la Sénat est dans le processus et bien dans le processus, je crois qu'on ne peut que se fier à la décision de la Cour constitutionnelle. Et pour finir, moi, je voudrais juste rappeler, comme l'a dit Moïse Soudé, au bon vouloir des partis politiques ou des dirigeants de ces partis politiques, et que la comédie qui dure ne fait pas rire. D'accord. Il y a quelque chose... vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. La comédie qui dure ne fait pas rire, donc on doit pouvoir arrêter toutes ces scènes que nous voyons dans l'arène politique actuellement et qu'on passe à l'essentiel. Et vous rappelez aussi aux confrères. On va grignoter encore 2 minutes très rapidement. Il y a quelque chose, il y a un sujet qui est revenu tout à l'heure rapidement et je voudrais quand même qu'on l'évoque parce que avant de revenir sur ce plateau, on va peut-être faire 3, 4, 5 jours, voire une semaine. Depuis le dépôt des dossiers de candidature où on a entendu le président du parti Les Démocrates, Éric Rondeté, se prononcer,
il a disparu. On l'a plus vu. Il y a eu 2 déclarations. Il y a eu d'abord Alassane Tigri, ensuite il y a Djivor. Où est passé Éric Oundété? Celui qui est en train de foutre le bordel dans le parti Les Démocrates a mis la main sur la majorité des membres du bureau du parti qui, entre-temps, ont eu la velléité de traduire Oundété en conseil de discipline pour le secrétaire de la tête du parti. Donc, vous voulez dire que Éric Oundété n'est plus président du parti Les Démocrates? Il est président du parti, mais on ne le laisse pas exercer parce que quelqu'un veut maîtriser ce parti. Landry, où est-ce qu'il est passé Éric Oundété? S'il nous écoute, il faut qu'il vienne dire ce qui se passe au sein du parti, puisque le parti quand même est dans une période très délicate. Le parti entend participer à l'élection, même si son candidat ou sa candidate n'est pas sur le bulletin. Où est passé Éric Oundété? On vous dira que le président Abdoulaye Biachane n'est pas encore monté au créneau. On vous dira aussi que le président Amoussou Bruno n'est pas monté au créneau et que c'est tout naturel que le président Oundété... C'est pas la même organisation. Les différents partis que vous citez n'ont pas du tout la même organisation. La même organisation. J'ose croire que ce n'est pas forcément la même organisation, mais quand on parle d'un parti comme les démocrates, c'est beaucoup de têtes pensantes. Éric Oundété, je voudrais juste vous rappeler à la mémoire sa posture. Quand il était venu à la Sénat, on y était. Et pour moi, l'homme n'était pas aussi serein que cela. Et c'est peut-être ça qui justifie un peu son retrait. Non, il a décidé de devenir un observateur. Vous allez voir, quand le vent de la présidentielle va passer, il reviendra. Et qu'on va colmater les brèches au sein du parti, Éric reviendra. Très bien, merci pour vos différentes analyses. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement.